Frédéric Jean, le cancre pédagogue. Votre balado pédago. Dominique, dis-moi donc, Bon, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute. honnêtement, aujourd'hui, c'est le soleil dehors, Ouais. déjà. On va commencer par ça. Puis, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur parce que j'ai eu des rencontres vraiment intéressantes pour transformer notre monde, euh, Ah ouais? faire de l'innovation sociale, accompagner des organisations. J'ai eu plein de rencontres super motivantes dans les ce matin puis hier soir. Fait que je suis OK. bien motivée, là. OK. Ouais. Est-ce que tu es à l'aise d'en parler, Dominique, ou Ah, ben oui, ben oui. Je peux te parler de ce qu'on appelle le BCHM, c'est le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal, qui est un organisme qui est en train de vraiment faire une révolution au niveau de l'innovation sociale, puis de transformer euh, tout l'espace qu'il a où il y aura un CPE qui ne sera pas loin avec les enfants de la DPJ qui vont être en haut, qui vont habiter là de manière temporaire. Il va y avoir un accompagnement pour les familles, les aînés, les papas. Vraiment beaucoup d'innovation sociale à l'intérieur d'un lieu qui va être unique au pays. Et donc, je travaille pour trouver les sous pour aller faire tout ça. C'est 15 millions de dollars. Mais la motivation de l'équipe est extraordinaire. Donc, ça, c'est un projet là, que je fais bénévolement, là, bien sûr, qui me motive, qui me motive beaucoup. tu es une personne qu'on reconnaît déjà d'emblée très impliquée, là? Ben, ouais, ben ça, c'est des valeurs, hein? C'est des valeurs que mes parents m'ont inculquées. Hmm. Je suis bien curieux d'entendre davantage sur tes valeurs familiales parce que j'ai été vraiment touché par notre rencontre qu'on a eue lors du TEDx Ville-Marie Ed. Tu nous as fait une genre de un petit 20 minutes éloquent sur ce qu'on appelle la résilience, entre autres, Mhm. l'esprit de communauté, entre autres, tes racines haïtiennes aussi. Oui. Euh, Sans entrer dans le même discours, peux-tu nous expliquer un peu cette histoire-là derrière? Ben moi, je suis née au Québec de parents haïtiens. Et si je suis née et que j'ai grandi au Québec, c'est parce que mon père, d'abord et avant tout, était un exilé politique qui s'est battu pour ses propres convictions en Haïti, qui a été mis en prison, condamné à mort, réexpédié au Québec. Donc, puis à la maison, l'anecdote que j'aime souvent raconter, c'est que, tu sais, je disais, quand j'étais à la garderie, moi j'ai grandi dans Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Quand j'étais à la garderie, je racontais à mes petites amies que mon papa, moi, il avait fait de la prison. Puis les petites amies allaient répéter ça à leurs parents. Puis à un moment donné, l'éducatrice est venue me voir. Puis elle a dit, ben, Dominique, il faut que tu arrêtes de raconter des histoires sur ton père. Tu sais, je dis, quelle histoire? Elle dit, ben, ton père n'a pas fait de la prison. Je dis, oh non, non seulement mon père a fait de la prison, mais tous ses amis. Tu sais. Puis pourquoi je raconte ça? C'est parce qu'à la maison, on parlait beaucoup de prisonniers politiques, sous Duvalier, sous les dictatures, ce qui se passait à l'époque en URSS. Donc, j'ai baigné là-dedans, puis j'ai une mère qui était très engagée d'un point de vue du féminisme. Elle avait écrit une thèse qui s'appelait Le travail des femmes ou comment les hommes deviennent riches. Tu sais, c'était très, très, très féministe. Alors, des valeurs d'engagement, j'en ai depuis très, très longtemps. Depuis que je suis née, j'ai baigné là-dedans. Et la première fois que j'ai fait du porte-à-porte pour un parti politique, j'avais 8 ans. Euh, donc, tout ça fait en sorte que, pour moi, là, ce qui me drive, là, ce qui est dans ma tête, là, ce qui fait en sorte que je m'implique, c'est si tu as la capacité de faire une différence, tu as aussi la responsabilité de faire cette différence-là. Pour moi, c'est ça qui est important. Tu peux le faire, ben, tu dois le faire. Donc, go. Voilà un peu ce qui m'anime. Avec raison, je reconnais que tu as travaillé très fort avec le Parti libéral, Oui. une personne très impliquée. Il y a quelque chose qui est venu me chercher quand tu disais que tu militais très jeune. Peux-tu raconter cette histoire de militantisme? Mais en Ça me fait, titille. ouais, c'est pas moi qui militais, c'était mes parents. Alors, quand j'avais 8 ans, c'est mes Oh! parents qui m'ont embrigadé d'en faire du porte-à-porte pour le NPD. Oh! C'était pour le NPD avec Ed Broadbent. Oui. Mes parents étaient des gens très à gauche.
Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est allé faire du porte-à-porte. On n'était pas très populaire, hein? On n'était pas Non, populaire du j'imagine. tout, pour dire les choses franchement. Là, il n'y a personne qui votait pour nous à l'époque. Mais c'est juste pour dire que c'est pas quelque chose qui est. Mon père a fait de la politique en Haïti, mon grand-père a fait de la politique, mon arrière-arrière-grand-père a fait de la politique. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN quelque part, que ce soit de cette manière-là, ou d'avoir une famille où. Moi, des deux parents étaient profs, mon oncle est prof, ma tante est prof. J'ai béni dans un environnement où le transfert de connaissances, le transfert du savoir est important. Des cousines qui sont profs. Tu sais, ça fait partie beaucoup des valeurs familiales. OK, mais je comprends d'abord, on peut parler de ta sensibilité à l'éducation. C'est peut-être qu'est-ce qui explique pourquoi que tu étais avec nous autres au TEDx Ville-Marie-Ède. C'est sûr. L'éducation, pour moi, c'est le fondement de tout. C'est la base. C'est, euh, c'est ce qui permet une véritable intégration sociale, c'est ce qui permet une capillarité sociale, c'est ce qui permet euh, le, le- le transfert de savoir de génération en génération, c'est ce qui fait de nous une humanité, hein, Oui. parce que sinon, si on ne transférait pas tout ce savoir-là, comment on arriverait à maintenir notre propre humanité? Donc, pour moi, l'éducation est à la source de tout. Et peut-être que ce n'est pas surprenant que je me retrouve dans un environnement comme celui-là après la politique. Je n'avais jamais touché vraiment au milieu académique. Mhm. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait un petit clin d'œil. Ils m'ont dit, Dominique, on n'est pas tellement surpris. Ben oui, peut-être, effectivement, parce que ça rejoint quand même des valeurs et des intérêts que j'ai toujours eus. Je comprends que tu enseignes au HEC. Oui, alors j'enseigne encore peu parce que je suis en train de travailler surtout sur des transformations de programmes puis la création de nouveaux contenus à l'intérieur des HEC. Mais en gros, il y a un volet enseignement qui va devenir davantage autour de toute la question du développement durable, la transition durable, Wow! sustainability, durabilité, etc. Il y a un volet qui va être, qui est un volet de recherche où je veux pousser la recherche notamment sur les questions de comment tu arrives à faire en sorte que les gens, oui, ils sont conscients de ce qui se passe, mais ils ne passent pas nécessairement à l'action. Donc, comment est-ce qu'on arrive à outiller les gens pour qu'ils passent à l'action pour agir sur notamment la question des changements climatiques et les questions environnementales. Et il y a un autre volet qui est plus, bon, ben, comment tu changes des programmes? Comment tu fais en sorte qu'il y ait des gens au bac qui soient plus sensibilisés aux questions de transition socio-écologique? Comment tu fais la même chose dans le niveau programme au niveau de la maîtrise? Comment réfléchir à tous ces enjeux-là? Donc, il y a comme trois volets un peu dans lesquels je suis impliquée, puis c'est vraiment, c'est chouette, c'est très stimulant intellectuellement. Ben oui, c'est une belle nouvelle que j'entends parce que c'est une problématique qui est majeure. On a juste une terre, en tout cas qu'on connaît, qui est habitable, puis il faut en prendre soin. Je me rends compte que là, c'est rendu que le HEC fait un véritable tournant. Ah oui, ah oui. HEC a déjà, premièrement, HEC a euh, changer sa mission pour inclure la notion de leader responsable qui serait formé à l'école. Tout à l'heure, tu me demandais comment ça va. Je te parlais d'un exemple d'application que j'ai, mais l'autre rencontre que j'ai eue, c'était une rencontre avec plein de profs des HEC qui sont très interpellés par la question des changements climatiques, du développement durable, de la transition socio-écologique et comment est-ce qu'on est capable de l'amener à un autre niveau. Donc, que ce soit en matière de l'économie circulaire, les questions d'éthique, les questions de développement durable elles-mêmes, les changements climatiques, la biodiversité, les organisations éthiques et responsables. Tout ça là, rentre dans ce qu'on fait au HEC. C'est super intéressant. Puis maintenant, il y a une maîtrise en développement durable au HEC. Mais je suis estomaqué, je ne m'attendais pas à ça du tout, Dominique. Moi, je croyais que tu étais professeur tout simplement, que tu enseignais une matière. Ah, mais non, mais c'est ça, il y a plein de choses qui se passent. Puis c'est pour ça que je suis venue au HEC parce qu'il y a une énorme, il y a une énorme agilité dans, dans l'écosystème ici. Des profs qui sont ultra ouverts, une flexibilité, une capacité de vraiment changer des choses. Puis moi, j'ai pu l'observer, ça fait depuis 7 mois que je suis là. Puis je vois déjà, tu sais, on est capable de faire, OK, on va changer ça, on va proposer ça, on va amener ça. Puis je vois le résultat de tout ça et ça, c'est extrêmement emballant. C'est pour ça que je suis venue ici. J'aurais pu aller ailleurs, j'aurais pu faire d'autres choses de ma vie, mais j'ai choisi ça parce que je trouvais qu'il y avait une capacité d'agir qui était vraiment intéressante.
Quand on parle de capacité d'agir, ça veut-tu dire vraiment sur les enjeux que tu as, disons, vus en politique, puis tu voulais militer, puis là que tu vois comme une suite logique? Ben, c'est sûr que je vois une suite logique à mon engagement en politique. Tu sais, quand j'ai été donc j'ai été députée, puis j'ai rapidement été ministre de l'économie, mais quand je pense à ce que je faisais en matière économique, j'ai beaucoup poussé toutes les questions d'innovation. L'innovation, évidemment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle ces temps-ci, mais en 2016, on n'en parlait pas. Puis j'étais là, la défendresse, je pense qu'on dit, de l'intelligence artificielle pour aller chercher des sommes considérable pour qu'on puisse mettre le Milan en place. Donc, moi, j'ai vraiment piloté tout ce volet-là. Donc, j'en suis très fière parce qu'aujourd'hui, je regarde nos institutions, puis on a de belles institutions, mais notamment à cause de, je vais prendre le crédit un peu pour ça, de mon engagement là-dessus. La question de l'innovation sociale également qui m'a toujours beaucoup interpellée. Puis mettre en place des organismes comme Entreprendre ici, qui est un organisme qui permet à des entrepreneurs issus de la diversité de pouvoir avoir accès à des ressources. Cet organisme-là, il n'existait pas, il existe encore aujourd'hui. Tu sais, moi ça, quand on parle de capacité d'agir en politique, c'est ça, c'est de mettre des choses qui restent et qui demeurent par la suite dans notre écosystème. Puis ça, j'en suis extrêmement fière. Combien d'années as-tu milité politiquement? Je parle avec les libéraux, là. Ben, j'ai été élue pendant 7 ans. Donc, puis pendant ces 7 ans-là, j'ai été c'est ça, députée ministre, vice-première ministre et chef de parti. Puis, tu sais, quand j'étais chef de parti, la population a toujours raison, donc on n'a pas gagné. Mais dans la plateforme électorale du parti, il y avait clairement, à manière très affirmée, la combinaison de l'écologie et de l'économie que tu ne peux plus dissocier. Et moi, j'ai toujours prétendu, depuis cette époque-là d'ailleurs, que celui qui allait comprendre ou celle qui allait comprendre qu'on pouvait, c'était une seule chose, là, l'économie et l'écologie, qu'on devait travailler, se mettre ça main dans la main, ben, c'est lui qui va avoir une longueur d'avance sur notre capacité à nous démarquer d'un point de vue global. Et donc, il y a un peu une suite logique, évidemment, dans ce que je fais, dans les thèmes que je traite aujourd'hui avec le HSC, c'est sûr. J'ai trouvé ça d'une belle sensibilité. J'ai trouvé ça extraordinaire de voir une Dominique Anglade au TEDx Ed. Mon ami Federico Puebla, celui qui est l'organisateur, on jase assez souvent. Puis lorsqu'il m'a annoncé qu'une Dominique Anglade allait être présente, j'en revenais pas. J'étais heureux de savoir que tu y serais. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir participer au TEDx? Ben, l'éducation, le thème, le... il m'a approché puis il m'a dit, tu sais, est-ce que c'est la première fois qu'on va faire ça comme ça va pouvoir parler d'éducation? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Puis moi, à ce moment-là, tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, je ferai un autre, je couvrirai un autre sujet peut-être aujourd'hui, Ah oui? mais au moment où je l'ai fait, j'étais beaucoup dans comment on sort de sa zone de confort, comment on apprend en sortant de sa zone de confort, comment c'est comme ça qu'on grandit aussi. On ne peut pas tout le temps rester dans notre environnement puis penser que c'est ça la vie. Il faut que tu sortes de ta zone de confort pour pouvoir l'élargir. Donc, j'étais beaucoup dans ce raisonnement-là. Aujourd'hui, je le suis encore, bien entendu, mais je pense même à toute la question de la polarisation et comment on arrive à réduire la polarisation, mais c'est justement en faisant en sorte que tu sortes de ta zone de confort, que tu ailles te confronter à des gens qui ne pensent pas comme toi, qui ne réfléchissent pas comme toi, a priori que tu n'aimes pas nécessairement non plus, mais on n'a pas le choix que d'aller tendre la main vers l'autre parce que on a besoin de briser ce cycle de polarisation dans lequel on est entré, à pieds joints d'ailleurs, globalement, au Québec comme ailleurs. Et ça, ben, ça fait partie des choses sur lesquelles je veux travailler. Hmm. Qu'est-ce que là, tu nous as parlé un peu du portrait qu'on vit que tu vis en éducation avec le HEC. On vit de gros bouleversements, nous, en éducation. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va nécessairement. Est-ce que tu comprends un peu les enjeux de ce qu'on vit? Est-ce que tu es capable de te positionner? Tu es à l'aise de te positionner là-dessus? Ben, je comprends. Est-ce que je comprends les enjeux? Je comprends les enjeux d'une maman Oui, d'une qui a maman, 3 c'est ados. intéressant, ça. Je comprends les choix aussi que les gens font, public versus privé, que ça, c'est un dilemme que moi-même, auquel moi-même j'ai eu à être confrontée.
Mais je comprends surtout, et ça me désole. Je veux dire, il y a des choses qui me. Tu sais, il y a des choses qui. Le matin, tu te réveilles, puis il faut toujours s'émerveiller, je dis dans la vie, puis il faut toujours s'indigner aussi. Mais une des choses pour lesquelles je m'indigne constamment, c'est le fait que l'éducation ne soit pas suffisamment importante pour l'ensemble de la population. Ce n'est pas un sujet sur lequel les gens votent. Et ça vient me chercher parce que je me dis, si on votait pour ça, on n'aurait pas le système d'éducation qu'on a aujourd'hui. Et c'est pas oui, il y a de l'histoire de salaire, très bien, mais c'est l'histoire de ressources. Les gens enseignent parce qu'ils aiment enseigner, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Mais à un moment donné, tu deviens moins en moins passionné par ce que tu fais parce que tu n'as pas les ressources, c'est compliqué, tu t'épuises, tu es fatigué, tu n'es pas bon. Alors, il faut que tu crées un environnement où les gens aient les moyens de réussir à transmettre. Et, euh, et ça, ben, on le comprend à 20 peut-être. Je ne sais pas à quel pourcentage on le Mhm. comprend, mais on ne Ouais. comprend pas un pourcentage extrêmement élevé. Et ça, je m'en désole parce que collectivement, ou bien on dirait qu'on ne s'intéresse pas à l'éducation, ou bien on le règle en envoyant des enfants dans le système privé, ou bien tu sais, mais est-ce qu'on sort marcher, voter pour ça? On vote d'abord pour la santé, on vote pour l'économie, on vote rarement pour l'éducation si jamais. Oh, OK. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. C'est un beau crochet de gauche pédagogique que je viens de recevoir là. Je suis content d'entendre ça d'une Dominique Anglade parce que je reconnais une Dominique Anglade qui est très communautaire. Donc, ce que je peux comprendre de ton message, c'est que le volet communautaire en éducation doit avoir plus de place, c'est bien ça? Quand tu parles de communautaire, qu'est-ce que tu entends par communautaire? En fait, je vais chercher impliquer davantage le parent, impliquer davantage les personnes âgées. Tiens, tu sais, c'est plein de choses. Parce que tu me dis dès le départ, Dominique, ça me disait, si j'avais ça dans mon école. Ah, ben c'est sûr que tu sais, l'éducation, c'est une responsabilité collective. C'est pas que tu aies des enfants, que tu n'en aies pas, ça a peu d'importance. C'est la nécessité de transmettre. Et donc, oui, je crois qu'il y a plus d'espace à créer pour le communautaire. Puis d'ailleurs, c'est de trouver des mécanismes. Mais là, je vais arrêter de dire des banalités du style c'est pas normal qu'on ait autant de décrochage scolaire au Québec. OK, bon, OK. Une fois que j'ai dit ça, ça fait comme genre 30 ans qu'on dit la même affaire. Ouais. Il y a eu certaines avancées, mais pas assez. J'ai toujours pensé que si on mettait toutes nos énergies au primaire, on s'en sortirait beaucoup au secondaire, dans la mesure où euh, tu sais, tu veux apprendre à lire et à écrire correctement, puis apprendre à compter. En gros, là, c'est ça que tu fais au primaire. Puis si on mettait tous nos efforts à faire en sorte que très, très tôt, on soit capable d'accompagner nos petits de 4, 5, 6, 7 ans là-dedans, je pense qu'on gagnerait énormément sur l'ensemble du système par la suite. Euh, ben maintenant, je ne suis pas une spécialiste, hein. Moi, je Non, partage non, des non, non, non. opinions, Oui, 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 oui. partage des opinions personnelles, Oui. mais la chose la plus importante, c'est d'abord et avant tout de considérer que c'est important. Se considérer que c'est névralgique. Euh, Moi, quand j'étais petite, là, je pouvais faire ce que je voulais à l'école, mais je ne pouvais pas ramener des mauvaises notes. C'est une autre génération, tu me diras, mais l'éducation, il n'y avait rien de plus important que ça. Rien. Euh, les parents ne juraient que par ça. Et je pense, bon, alors peut-être que c'était un peu trop, OK, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de ça et pas d'autre chose. Mais ça fait en sorte que tu y crois, tu pousses là-dedans, tu pousses dans cette direction-là. Puis je pense qu'on bénéficierait d'avoir davantage des parents comme les miens qui poussent là-dedans. Fort heureusement, il y a des parents qui nous soutiennent. J'ai des belles choses que j'ai vécues récemment, dont un parent qui est venu faire un tour dans ma classe pour faire de la science. Je trouve ça extraordinaire. Ah, ça Euh, c'est bien. oui, c'est bien. Tu sais, on en a des manifestations de ça. Je me questionne sur. Puis il y en a, puis je veux Oui, juste souligner, il y en vas-y. a, puis il y en a aussi. Alors, tu as des manifestations de parents, tu as des enseignants qui se démènent. Moi, là, je remerciais justement un prof il n'y a pas longtemps pour dire, tu sais, tous les enfants qui ont eu ce prof-là, ils ont adoré la matière, etc. Donc, on a des gens qui se démènent au quotidien pour y arriver. J'aimerais juste
prendre un peu moins de personnes qui se démènent, puis un peu plus de soutien pour faire en sorte que cette énergie-là soit décuplée quelque part. C'est ça qui serait le fun. Mais ce serait le fun dans le sens où, je ne sais pas si c'est un problème sociétal ou du fait que les parents travaillent déjà énormément, ils arrivent de la maison, du travail, sont parfois épuisés. J'essaie de comprendre un peu pourquoi on se désintéresse. Je ne sais pas si c'est du désintérêt ou si on ne prend pas le temps de vraiment s'intéresser à ce que vit l'enfant. On dirait pour l'avoir vécu même moi-même en étant papa, puis je suis enseignant, là, j'ai l'impression des fois d'avoir été pas mal en surface et non en profondeur, par manque de temps. C'est peut-être la vie qui court, le fait qu'on court après quelque chose tout le temps, la notion du temps, mais il y a aussi une histoire de génération. Je pense quand même que la génération qui suit celle des baby boomers et même celle des X, pardon, celle des X est peut-être plus consciente de ça, plus consciente de la nécessité de faire des choses pour elle-même, pour son bien-être, pour le bien-être des siens, pour le bien-être de la planète quelque part. Même s'il ne faut pas compter sur cette génération-là pour penser qu'ils ont la solution à tout parce que c'est une génération qui est très polarisée également. Mais le volet de le travail n'est pas tout et n'est pas une fin en soi. C'est plus intégré que ça l'était dans les générations précédentes. Ça, c'est sûr. J'ai des générations de jeunes parents, je partage de plus en plus. Maintenant, à mes débuts, ça fait 20 ans que j'enseigne, à mes débuts, je commence à même voir de mes anciens élèves qui deviennent parents. Mais c'est ce qui me revient souvent. Moi, j'essaie, OK, dans ma classe, que ça devienne une communauté. J'aimerais, j'ai ce souhait-là. J'ai des manifestations, je suis content, mais est-ce que je vais réussir plus tard? Je ne sais pas. Je suis en réflexion. J'essaie de trouver des moyens de rendre l'école, la classe accessible aux parents, que ce soit invitant pour qu'ils puissent venir faire un tour, venir vivre un peu, vivre des activités. Je recule peut-être il y a une dizaine d'années. J'ai une belle-sœur qui, elle demeure en Nouvelle-Écosse, plus 15 ans, peut-être même 20 ans. Elle devait faire du bénévolat. Elle devait entrer à la bibliothèque une fois par je ne sais pas combien de temps, puis elle devait lire des histoires aux enfants. On n'est pas encore rendu là. Mais on peut. Ça, tu vois, tu as des profs qui peuvent la voix, puis c'est ce que tu fais, tu paves la voix, à ceux qui te suivent comme prof ou qui, tu sais, la passion que toi tu as pour ce que tu fais se transmet à moi, se transmet à aux personnes auxquelles tu parles, se transmet aux deux jeunes filles que tu me présentais tantôt, Chloé et, j'oublie son deuxième nom. Sandrine, Zoé et Sandrine. Ah, Zoé et Sandrine. Oui. Zoé et Sandrine. Donc, tu sais, tu transmets ça aux gens qui t'entourent, puis ça, c'est une roue qui tourne. Non? C'est une roue qui tourne. Je vais peut-être récolter le fruit de mes labeurs plus tard, on ne sait pas. Mais tu le récoltes déjà quand même, je ne peux pas croire. Tu le Oui, je récoltes quand même récolte, mais je veux dire, de manière avec plus d'impact encore. je suis peut-être dans la recherche de l'absolu, là, Dominique, là, peut-être. Là. Je suis peut-être là-dedans. Quand tu dis l'absolu, la recherche de gros impacts. Oui, j'essaie d'avoir un gros impact parce que j'ai comme l'impression avec la nouvelle, là, je partirai pas, je veux pas partir dans une joute syndicale politique, mais je vais te parler de mon expérience. Ce qu'on a fait, c'est du jamais vu, là, depuis les années 80. On a déjà vécu ça, là, du militantisme, là, des profs qui débarquent, qui s'en vont dans les rues. De mon vivant, j'ai jamais vu ça. En tant qu'adulte, là, j'ai vu ça en tant qu'enfant. Là, je suis né dans les années 70. Ça en dit long, ça, sur le besoin que nous, on a, les profs. Puis c'est même au niveau, c'est pas seulement au niveau sociétal, mais tu l'as très bien dit aussi, avec tout ce qui se passe avec l'environnement, l'écologie. La permaculture de l'enfance aussi. Laisser l'enfant être. Oui, mais ça, je suis très, très, très d'accord sur ce volet-là. Mais moi, j'ajouterais
le rôle incontournable de l'école dans notre capacité à rejoindre l'autre, à rejoindre celui qui est différent. Ce qu'on constate aujourd'hui dans nos sociétés de manière générale, dans les démocraties libérales, c'est un retour à justement un autoritarisme, les politiques Hum, beaucoup plus de droite. Et ça émane d'une polarisation qui existe dans nos sociétés. Puis la polarisation, elle vient de quoi? Du fait qu'on n'est pas capable d'avoir des conversations qui sont plus difficiles, qui sont plus tough. Les gens ne se sentent pas écoutés, pas respectés. Donc, elles sont plus susceptibles d'être rejoints par des discours qui sont plus populistes. Euh, je dis tout ça parce que je crois que l'école est un lieu important où, dans lequel on parle beaucoup de safe space. Hein. On dit beaucoup, ah, il faut que les gens se sentent bien, puis qu'on soit bien dans notre environnement, puis que tu ne puisses pas parler, il y a peut-être tel mot que tu ne peux pas dire, puis telle affaire qu'on ne peut pas faire, etc. Je comprends tout ça. Je comprends qu'on a besoin d'être dans un safe space, mais on a aussi besoin d'introduire la notion de brave space, des espaces où on a du courage, le courage de se dire les choses, le courage de dire des choses qui ne sont pas faciles. Et ça fait en sorte que si on est capable d'avoir ces conversations-là, on est capable de défaire ce nœud qu'est la polarisation parce que les gens sentent qu'ils sont capables d'exprimer une opinion dans un contexte qui reste respectueux, mais qui va au-delà de ben là, on va juste dire des choses où tout le monde s'entend, là, puis on ne fera pas de vagues. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon. Et moi, je prêche beaucoup pour qu'on ait cette ouverture-là. Alors, l'école, ton rôle comme enseignant, comme communicateur, pour moi, je le vois aussi comme étant ces gens qui sont capables de créer des espaces où on est capable d'apprendre de l'un et de l'autre dans des contextes qui peuvent être plus difficiles. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joël McLean et je suis coach formateur et conférencier chez Inspire Leadership Coaching. Êtes-vous à la recherche d'une source d'inspiration pour stimuler votre croissance comme leader? Si oui, bien je vous invite à découvrir Inspire Leadership Podcast. Dans chaque épisode, nous plongerons au cœur des expériences, des défis et des succès de leaders accomplis. Découvrez comment ils ont exercé une influence positive, créé un impact significatif et trouvé le courage de passer à l'action. Abonnez-vous donc à Inspire Leadership Podcast en visitant inspireleadership.ca. Votre balado pédago. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Tantôt, tu Oui, nous as dit que tu militais pour ça, l'intelligence oui. artificielle. J'ai parlé avec une Delphine Lecerf que tu connais peut-être. Non, OK. Je te ferai le partage de mon podcast avec elle. D'accord? Elle a parti une fondation, dans le fond, puis elle est en lien aussi avec la préparation des jeunes sur la pensée critique, aussi sur l'ouverture à l'environnement. Puis elle a parti aussi une nouvelle pédagogie qui s'appelle la pédagogie Moon. C'est en anglais parce qu'elle va souvent à l'ONU, dans le fond, pour parler d'éducation en lien avec l'intelligence artificielle. Elle est ici à Montréal, elle est originaire de France. Elle a fait partie des 20 finalistes pour les femmes d'impact du magazine, je ne sais pas si c'est Forbes, en tout cas. OK. C'est une femme qui a un bel impact, une belle humilité aussi. Je croyais pas, je croyais qu'elle aurait été plus, Plus difficile j'ai- d'approche? ouais, plus difficile d'approche, mais non, mais elle était très facile d'approche, un peu comme toi d'ailleurs, Dominique. Là. Et, euh, et j'ai trouvé ça génial. Je veux savoir un peu, toi, ta vision sur l'intelligence artificielle, tu vois ça On en comment? parle, alors, on en parle beaucoup, puis je pense que l'intelligence artificielle est un outil extraordinaire pour aller accélérer, améliorer des diagnostics, accélérer la manière dont on cherche l'information, dont on l'analyse. Donc, j'ai beaucoup de bonnes choses à dire sur la question de l'intelligence artificielle dont le développement ne s'arrêtera pas. Cela dit, on parle aussi beaucoup de generative AI, donc l'intelligence artificielle générative. Puis tu as l'impression que quand tu parles avec le monde, c'est comme genre la panacée. Ça, là, ça va tout changer. Tout va se transformer à cause de ça. Il n'y a plus rien qui va être pareil. Là, tu sais. Et c'est là que moi, je décroche un peu parce que ça va rester un outil performant, mais il faut se rappeler aussi ce que c'est que l'intelligence artificielle générative. C'est quoi? C'est du contenu qui est créé par une machine
mais qui a l'air d'être créé par l'homme. Mais c'est du contenu qui est faux, par définition. Ce n'est pas du contenu réel, c'est du contenu qui est faux. Et toi, tu dois avoir l'intelligence, la vivacité d'esprit de regarder ça puis d'être critique par rapport à ça. Alors, il y a des applications extraordinaires. Tu peux créer de la musique, tu peux créer des poèmes, tu peux créer des. Tu sais, dans tout ce qui est. La créativité, ça peut être super intéressant, mais d'un autre côté, il ne faut pas penser que tu vas pouvoir aller chercher de. C'est pas un Google que tu vas chercher de l'information sur Google puis voir ce qui existe sur l'Internet là-dessus. Là. Il faut faire très attention sur la manière dont on interprète tout ça. Et je crois que notre intelligence humaine va être encore extrêmement pertinente et utile pour la suite des choses. Donc, c'est un outil à utiliser, à maximiser, comme l'intelligence artificielle l'a été avant, comme toutes les questions d'optimisation, de robotisation, de numérisation l'ont été par le passé. Je veux dire, c'est une suite, pour moi, c'est une suite logique, mais ça n'enlèvera jamais la nécessité d'avoir une pensée critique. Et j'ajouterais à ça, heureusement, on est encore un peu protégé au Québec par rapport à ça. Au Canada, on l'est moins. Mais la désinformation, il y Ouais. a des chaînes de télévision qui peuvent dire absolument n'importe quoi aux États-Unis, des choses qui sont fausses. Et ça, c'est toléré. Et le problème de ça, c'est que ça alimente considérablement toutes sortes de théories. Et on devrait avoir des lois, et je pense qu'il y avait une loi qui existait aux États-Unis à l'époque là-dessus, mais on devrait avoir des lois qui te permettent de contrôler le contenu de ce qui est diffusé sur des chaînes de télévision. Je veux dire, tu peux pas. Puis quand je dis contrôler, c'est pas euh, Non, avec juste une éthique, avoir. là. Tu dois pouvoir avoir une éthique, une rigueur intellectuelle, puis présenter les faits et ne pas dire absolument, mais absolument n'importe quoi. Puis la seule raison pour laquelle ils ont été poursuivis aux États-Unis, c'est parce qu'il y a une compagnie qui a perdu de l'argent à cause des propos qui ont été tenus par Fox News, puis il a décidé de poursuivre, puis le gars il a perdu sa job. Mais autrement, ça percole toutes ces chaînes de télévision qui disent n'importe quoi, mais ça percole chez nous, ici au Canada, ça percole chez nous au Québec. Puis ça m'écoeure parce que on a besoin d'avoir au moins les faits pour pouvoir avoir des conversations sensées et intelligentes. T'sais. On s'en va où, le HEC avec l'intelligence artificielle, Dominique? Ben, comme je disais tout à l'heure, moi, je pense que c'est un outil qui est extrêmement intéressant pour à toutes sortes de niveaux. Tu sais, si tu es un étudiant puis tu veux, tu veux résumer toutes les lectures que tu as à faire, tu peux le faire. Tu peux même générer des textes. Mais là, à ce moment-là, c'est où est le volet éthique? La question de l'éthique va être extrêmement importante. Est-ce que tu l'as utilisé pour mieux comprendre les textes? Est-ce que tu l'as utilisé pour écrire ton devoir de A à Z, puis tu n'as rien foutu, puis c'est ça que tu remets? Est-ce que puis tu cours le risque, évidemment, de plagiat, etc. Donc, moi, je pense que la question de l'éthique va devenir encore plus importante. Puis, il y a une espèce de créativité aussi qui va s'installer pour les profs. Je parlais à un prof, justement, du HEC qui cette année, il a demandé aux gens, dans les travaux que tu rends, tu dois expliciter dans quel contexte tu as utilisé l'intelligence artificielle. Est-ce que tu l'as Wow. utilisé? Si oui, pour faire quoi? Pour relire ton texte, pour corriger tes fautes, pour créer du contenu? Dans quel contexte? Et toi, tu dois vraiment faire une autodivulgation de ce que tu fais. Je trouve ça original. Mais ça, c'est une première initiative qui va probablement donner lieu à plein d'autres initiatives aujourd'hui. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Puis j'ai confiance dans l'intelligence humaine de s'adapter puis de trouver les manières de penser l'avenir. Alors, mais il y aura, tu sais, rédiger un cas fictif, ben là maintenant, tu peux demander à ChatGPT de te rédiger ça, etc. Mais il va falloir que les profs, puis si c'est un cas réel, il va falloir qu'il y ait quand même un travail qui se fasse en arrière, mais c'est sûr que ça optimise beaucoup de choses. OK. Est-ce que tu continues encore de militer, Dominique? Tu veux dire en politique activement? Moi, Euh, ben, ben, plus ou moins activement, là. non, dans la mesure, une fois que tu as été chef de parti, euh, moi, je ne suis pas une belle-mère. Dans la vie, je ne suis pas une belle-mère. Peut-être qu'un jour, je le serai officiellement, mais je ne jouerai pas ce rôle-là au Parti libéral parce que j'estime que les gens, il faut savoir quitter la table quand le repas est desservi. Oh, mon Dieu. Puis
c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Mais moi, je suis comme genre, OK, là, Dominique, à un moment donné, il faut que tu dises, est-ce que le repas, il y a des services? Oui, il y a des services. Ben, c'est peut-être le temps de partir et d'aller faire autre chose. Il faut avoir cette lucidité euh, de se dire, tu as fait ce que tu avais à faire au moment où tu l'as fait. Ça veut peut-être dire que tu retourneras un jour, peut-être, on ne sait pas, puis peut-être jamais, puis c'est correct. Euh, mais la lucidité, elle est quand même importante, puis il faut que les autres personnes puissent faire leur marque, leur chemin, etc. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne m'écouteras pas dans des. On m'a demandé à combien de reprises d'aller commenter l'actualité en français, en anglais, au Québec, dans le reste du Canada. Puis toutes les offres que j'ai eues, je les ai refusées parce que je me suis dit, pourquoi je vais aller commenter ce que les autres font? Ou bien tu vas le faire toi-même, ou bien ben, tu t'occupes de ce que tu as envie de faire, puis tu te concentres là-dessus. Donc, tu sais, moi, c'est pas mon style. Chacun son style. Il y a des analystes, des commentateurs qui aiment faire ça très bien, des Oui, oui, chroniqueurs oui, très oui, bien. oui. Moi, ce ne sera pas moi. Mais il y a un deuil qui a dû se faire aussi, j'imagine, là. Ouais, plus ou moins. Dans le OK. sens où peut-être que c'est aussi parce que euh, j'ai fait 7 ans de politique de manière très, très intense. Oui, oui, ça a Euh, dû, ouais. Vice-première ministre, là. oui, ben c'est ça, tu es, député, ministre, vice-premier ministre, chef de parti. Bon, euh, et je suis devenue chef de parti au moment où mes enfants entraient dans l'adolescence. Et je m'en suis rendu compte plus tard, on va dire comme ça. Et, et c'est pas. À la limite politique, c'est pas si mal en général, mais chef de parti, c'est une job qui est très pas conciliable avec le rôle de mère que je voulais jouer. Là, je te l'articule comme ça aujourd'hui. Je ne pouvais pas te l'articuler Non, non, non. nécessairement à l'époque. Tu étais dans l'action, là. Euh, mais il y a quand même une prise de conscience chez moi où je me dis, hey, moi, les années que j'ai avec mes enfants présentement, elles ne passeront pas. Tu sais, j'ai mon Oh. fils de 17 ans qui est venu me voir et qui m'a dit, maman, j'ai un truc de sport à faire dimanche soir, il était 10 heures le soir. Il me dit, tu veux-tu marcher 2 kilomètres avec moi? Puis j'étais comme genre, quoi, 10 heures du soir, dimanche? Mais là, ça ne me tente pas. Puis pendant que je répondais, je disais, pourquoi ça ne me tente pas? Mais qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Qu'est-ce que tu as d'autre à faire, Dominique, que d'aller marcher avec ton fils de 17 ans qui veut marcher avec toi? Fait que je suis partie marcher. Puis on est revenu ensemble après 1 heure. Puis il me dit, ah, c'était le fun, là, on ne recommencera plus. J'ai dit, ah, c'est correct. Moi, j'étais super contente, mais j'ai dit, OK. Mais écoute, il est revenu 4 fois, 4 dimanches de suite pour me dire qu'il voulait marcher avec moi. Ben voyons donc. Puis, ouais, fait qu'on partait, puis on marchait. Puis, tiens. Alors, ces moments-là, c'est des moments qui ne repasseront pas. C'est fini. Là, il s'en va au cégep, il est en résidence. Bon, c'est bon. Et donc, il faut savoir capter ces moments-là, je trouve, qui sont, pour ma part, plus importants encore à l'adolescence qu'ils ne l'étaient dans l'enfance, parce que dans l'enfance, à la limite, un bon papa, une bonne maman, une bonne grand-mère, une bonne gardienne, c'est beaucoup de personnes qui peuvent combler. À l'adolescence, c'est plus complexe. C'est vrai. Alors oui, alors quand tu me dis, est-ce que j'ai eu des deuils? Pas tant, non. Quand je regarde tout ça, je me dis, non, non, je suis très contente de vivre ce que je vis présentement. Mais en fait, le fait de partir de cette vie politique-là t'a amené avec des belles contrées, là, dont on travaille au HEC. Là, c'est extraordinaire, ça. Oui, puis non, puis je suis contente, je suis bien, je suis, maintenant, tu sais, j'ai comme 1000 idées, là. La vérité, je te mentirais si je te disais pas, je suis en retard sur plein de trucs, là. J'ai 1000 idées qu'il faut que j'arrive à concrétiser, là. Mais je trouve que je suis quand même pas pire. Moi qui suis une personne intense, je trouve que dans la dernière année, ça fait 1 an et demi que j'ai quitté la politique, puis j'ai su doser quand même. J'ai pas su, ça n'a pas été complètement fou. J'ai su doser mes affaires, puis ça, j'en suis quand même un peu fière. Dominique, on va être rendu dans la dernière portion de mon balado. Fait que j'ai mes questions en rafale que je vais te poser. Oui, C'est des questions ouvertes. On est aussi des fois dans l'absolu, mais si tu veux, moi, dans le fond, je vais prendre ta vague puis je te suis avec ma planche de surf, là. super. Pour toi, Dominique Andelade, l'éducation, c'est? La pierre angulaire de tout. As-tu besoin d'être plus long que ça? Non, ça s'en dit long. Y a-t-il une personne qui a un impact dans ta vie, puis tu pourrais nous dire pourquoi? Mais mon père, beaucoup, parce qu'il m'a donné, euh, écoute, il m'a donné des ailes. Il m'a donné des ailes, il m'a donné des racines. OK. Ma mère aussi, euh, mais je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu les ailes que mon père la confiance en moi qu'il m'a donnée. Cette confiance-là, j'en ai hérité.
C'est un bel hommage à ton père, ça. Hmm. Ton plus grand succès, c'est quoi, Dominique? C'est ma famille, puis je vais juste expliciter ce que je veux dire par là, c'est Mhm. avoir pu jusqu'à présent faire ce que je voulais faire, mais en rendant les 4 personnes avec lesquelles j'habite au quotidien heureuses. Euh, un chum qui est épanoui dans sa carrière, puis épanoui dans ce qu'il fait, 3 enfants qui font des choses très différentes de moi, ce que j'aurais fait, et qui s'épanouissent là-dedans, cet équilibre de pouvoir poursuivre mes intérêts et mes passions, mais sans dénaturer l'encre qu'est ma famille. Puis pour moi, c'est mon plus grand succès. Ton plus grand apprentissage, c'est quoi? J'en ai 1000. Mhm. Alors, le plus grand, Tu peux m'en dire un. un, c'est difficile d'être pionnier. OK. C'est difficile de faire des choses qui n'ont pas été faites avant. Tu sais, j'ai été c'est pas facile. Tu sais, j'ai été la première femme chef du Parti libéral, la première femme noire chef d'un parti au Canada. Oh, ben oui, ben oui. C'est pas facile. C'est juste, c'est des couches de complexité qui s'ajoutent. Alors, puis, tu sais, tu te bats contre toutes sortes de choses, mais être pionnier, peu importe, je pense que c'est quelque chose qui est difficile. C'est un de mes apprentissages, c'est un de mes nombreux apprentissages, mais c'en est un, notamment de la politique. J'ouvre une parenthèse. As-tu vécu du racisme alors que tu étais en politique? Mais tu vis tout le temps. C'est comme une question qui est. Je racontais ça l'autre jour. Tu vis des commentaires qui sont. L'autre jour, il y a une madame qui m'a dit: Madame Anglade, je suis tellement contente de vous rencontrer, je vous aime beaucoup, etc. Puis vous êtes tellement plus belle en vrai parce que vos traits sont plus fins. Alors, tu sais, c'est comme, OK, il faut des traits fins pour être beau. Donc, tu sais, c'est comme bon. Tu sais, OK. alors, c'est pas. Il n'y a rien de. Mais les préjugés existent, les commentaires existent, ça fait partie d'un quotidien que des personnes qui sont des femmes ou des minorités Ah tu sais, oui. vivent dans leur quotidien. Ça fait juste partie d'une réalité à laquelle tu es confronté. Et moi, je ne suis pas dans le discours tu sais, victimaire, ou Oui, de la je comprends. victime ou de la victimisation, du tout même. Mais il faut appeler un chat un chat. Est-ce que le racisme existe aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il y a du racisme systémique au Québec? Oui. Est-ce qu'on a besoin de lutter contre ça? Oui. Est-ce que, tu sais, peux-tu nommer les choses? Parce que si on les Oui. nomme même pas, on ne sera même pas capable de les régler. Donc, ça fait partie des réalités. Et je sais que je suis privilégiée dans tout ce que je vis de toute façon, parce que maintenant, tu sais, les gens vont me reconnaître, etc. Fait que c'est pas la même game, là. Mais en être conscient, puis être conscient de ce qui se passe, c'est important. C'est fondamental. Vrai. Euh, à l'école, alors que tu étais élève, c'est quoi ta matière préférée? Français, maths, les deux. Pour vrai? Ouais, les Mais je deux. remarque que tu as le verbe facile puis tu as une certaine logique dans tes paroles. On dirait que ça fit, comme on dirait en bon québécois, là. Ah, moi, français puis maths, là, ça a toujours été mes matières préférées. Mais j'étais une élève bavarde, hein. Je prenais la porte souvent, là. On me mettait dehors. Tu dis, tu vois que tu as le verbe facile? Ouais, c'est ça. Dominique, va me reposer en prenant la porte, hein, c'est plus ça. Donc, moi, écoute, même à l'université, ils m'ont mis dehors d'un cours. Pour vrai? Quatrième année à l'université, le prof, il me dit: Vous, Madame Anglade, Mademoiselle Anglade, là, vous allez respirer un peu à l'extérieur. Je dis: non, sérieusement, je suis à quatrième année d'université. Mais non, 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 vous êtes trop dérangeante. Puis là, non, 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 sortez de mon cours. Fait que, ouais, j'étais un petit peu dissipée, mettons. Ça me vient me poser. Euh, aimais-tu lire, Dominique? T'es-tu une lectrice? Ouais, mais je suis une lectrice, mais je suis pas. Je suis ni comme mon père, ni comme mon chum qui lisent tant de livres par semaine. Là, je peux pas faire ça. OK. Mais j'étais plus dans l'action. Fait que pour m'asseoir puis pour lire, il a fallu que je développe cet intérêt-là avec le temps. Parce que moi, je suis comme genre, qu'est-ce que je suis capable de faire là, maintenant, puis demain, puis tu sais, c'est comme toujours c'est très actif. Euh, et parfois, mon père avait une expression en créole qui disait faut vivre loup. Ça veut dire qu'il faut que tu deviennes lourde, mais ça veut dire qu'il faut que tu mettes du plomb dans ta cervelle. Puis ça, il n'y avait que la lecture selon mon père, pour mettre du plomb dans ta cervelle. C'est beau d'entendre ça. C'est beau. Alors que tu étais à l'école primaire, ou pendant tout ton passage scolaire, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme une élève cancre?
ça veut dire une élève paresseuse, une mauvaise élève, ou encore une aigle, ça veut dire une personne brillante et intelligente. OK, j'ai jamais été cancre à l'école. C'est ça la réalité, là. Je dis ça dans toute modestie en plus, mais j'étais bonne à l'école. J'étais bonne à l'école, j'étais dissipée par contre. Fait que je dissipais les autres. C'était ça le problème. Mais non, j'étais bonne à l'école. Fait que j'avais de la facilité. Puis en plus, à la maison, comme c'était important, tu sais, c'était comme, il fallait que ça roule de toute façon. Et puis, ouais, je prenais, à un moment donné, je me souviens dans un de mes bulletins, tu vois, en secondaire 1, la prof de maths, elle a écrit excellent résultat, mais Dominique me pompe l'air. Ça te donne un peu l'idée. Ça se dit ça dans les écoles, me pompe l'air, les profs? Me pompe l'air. C'est ça qui était écrit Wow. dans mon bulletin que j'ai encore. Fait Pour que vrai? bon, voilà. On la nommera pas. Madame On la nommera Croque-Nez, pas. on peut la nommer. Je la nomme, moi. Je m'en souviens encore. Il y a certains adjectifs que je me permets pas d'utiliser parce que je trouve que les mots ont une certaine lourdeur. C'est assez lourd ce que tu as écrit comme... Ouais, mais tu sais, c'était il y a 35 ans. Là. Ouais, Il faut se ben remettre ouais, un peu ben dans ouais. le contexte Ben où oui. moi, les gens ils disaient des affaires qu'on ne dirait plus aujourd'hui. Je te contais des affaires qu'on me disait à la garderie. Écoute, ça n'a aucun bon sens. Donc, on ne se rend pas compte, mais la société a quand même passablement évolué. Moi, je trouve qu'on pourrait en dire un petit peu plus. Là, tu sais, les gens sont sensibles. Ils ont la couenne, Oui, c'est vrai. un peu sensible. Là. C'est vrai. C'est vrai. Puis surtout avec ce qu'on vit avec la polarité, là, on est encore plus sensible. Tu peux pas dire ci, tu peux pas dire ça. Moi, mes enfants sont toute la journée en train de dire ah, tu peux pas dire ça. Je comprends pourquoi je peux pas dire ça. Je comprends pas pourquoi je peux pas dire ça. Mais bon, je me fais, comme ils disent eux-mêmes, tu vas te faire cancel. Mais bon. Ben, Tu vas te faire cancel. Ah, c'est bon. ouais, je me fais cancel. Hey, Dominique, merci beaucoup pour le moment passé ensemble. C'était un bonheur. Et est-ce qu'on va se revoir au TEDx l'année prochaine en tant que spectatrice ou... Ben, si on m'invite, moi, ça me Oui. fera grand plaisir. Tu vas en parler à En Fed, fait, c'est sûr. tu sais, après l'avoir fait, j'ai trouvé comme genre 3 autres idées de choses que j'aurais dû dire, mais évidemment, c'est Ah oui! après coup. C'est quoi Mais- quoi les idées? C'est quoi les idées? Ah, mais moi, la question de la polarisation, j'aimerais ça en parler. J'aimerais parler beaucoup de questions genrées, hommes-femmes, parce que moi, les questions des femmes, ça m'interpelle particulièrement, mais comment est-ce que ces questions-là aussi ont tendance comment tu appelles ça, à polariser Mhm. encore plus aujourd'hui? Donc, comment est-ce qu'on résout ce nœud-là? Ça, j'aimerais beaucoup. J'aimerais parler évidemment de transition socio-écologique, de ce que ça veut dire, Ah des oui. enjeux qu'on a. Toutes sortes de sujets, là. Je ne manque pas de sujets. Mais en fait, je peux déjà dire que je sais certaines choses, mais une chose que je peux dévoiler, c'est que je vais avoir mon atelier de podcast qui va être là au TEDx Ah en ouais. 2025. Fait qu'on pourra prendre un temps pour jaser de ça, de tes idées plus en détail, Dominique. Mais ça me fera très plaisir. Ça me fera très plaisir. Merci à toi. Alors, merci beaucoup, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Votre balado pédago.